Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Une semaine après le Tour des Flandres, Mathieu Van Der Poel a remporté ce dimanche Paris-Roubaix, devenant ainsi le 11e coureur à réaliser ce doublé, et seulement le 2e avec le maillot arc-en-ciel après Rick Van Looy en 1962. Pour Mathieu Van Der Poel, c'est la 2e victoire sur Paris-Roubaix après 60 km en solitaire. Et dans ce podcast Chasse Patate, eh bien allez, on va revenir sur la victoire de Mathieu Van Der Poel, la façon dont il l'a remportée avec son équipe Alpecin-Deceuninck, et de manière plus globale, la façon dont la course s'est déroulée. On évoquera également ce qui s'est passé chez les femmes avec la victoire à nouveau du maillot arc-en-ciel, en l'occurrence Lotte Kopecky. On va voir ça avec nos 3 chroniqueurs du jour, avec qui j'ai entre autres assisté à Paris-Roubaix au Carrefour de l'Arbre, et un petit peu perdu ma voix, ça doit s'entendre un petit peu. On commence avec Geoffrey, notre monsieur pavé. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. On est aussi avec Théo. Salut Théo. Salut à tous. Alors Théo, à qui Geoffrey a fait découvrir la trouée d'Arambert pour l'anecdote. C'est vrai que je suis allé plein de fois au Carrefour de l'Arbre, mais jamais à la trouver. Et voilà, c'est chose faite. Et on complète notre équipe du jour avec un petit nouveau, tellement passionné de Paris-Roubaix qu'il en a tout simplement fait le sujet de son mémoire en master d'histoire de l'art. C'est Louis. Salut Louis. Salut à toi et salut à tous. Et bien voilà, vous avez le programme de ce podcast. Attention au départ, Chasse Patate, c'est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits pour ceux qui n'auraient pas forcément tout vu, et notamment pour ceux qui auraient raté le début de course, parce que c'est vraiment le début de course qui était particulièrement important. On a certes eu une petite échappée avec notamment Kasper Asgreen, mais c'est surtout dès le premier secteur tout simplement que la course a commencé à s'animer. On a eu la crevaison de Christophe Laporte, on pourra y revenir plus tard, mais surtout les secteurs 28 et 27 où là Alpecin-Deceuninck a accéléré. Et ben dès la sortie du secteur de Kievy à Saint-Piton, le peloton a explosé, il avait déjà explosé pendant. À la sortie du secteur de Saint-Piton, bordure, on se retrouve avec une quarantaine de coureurs, et là, plus personne ne reviendra de l'arrière, c'est fini. Après on avance un petit peu, on arrive dans la trouée d'Arambert, où finalement la chicane n'a pas provoqué de chute, puisqu'ils étaient plus qu'une trentaine de coureurs. Mathieu Van Der Poel fait exploser ce groupe qui restait dans la trouée d'Arambert, ça se reforme derrière, on a quelques crevaisons, mais ça parvient à se reformer quelque peu. Puis on a 3 coureurs qui ressortent, après le secteur 18, le secteur Pongibus, avec Stefan Kung, Nils Politt et Gianni Vermeersch, au moment où Mats Pedersen crève. On a une quinzaine de kilomètres à peu près, et tout se reforme à la sortie du secteur de Sarre-et-Rosières, et puis, pas beaucoup plus loin, Mathieu Van Der Poel attaque dans le secteur d'Orchy, à 60 km de l'arrivée, personne ne peut suivre, et le champion du monde néerlandais s'envole vers la victoire, sa 2e victoire sur Paris-Roubaix. Voilà donc le petit résumé global rapide de ce qui s'est passé, de la façon dont Mathieu Van Der Poel est allé gagner, façon dont ça s'est joué, et aussi tout ça qui explique que ça a donné l'édition la plus rapide de Paris-Roubaix, largement, avec tout simplement quand même 47,8 km/h de moyenne contre 46,8, et c'était seulement l'année dernière. Donc voilà un petit peu pour les infos à avoir en tête, à savoir. Je vais passer à notre première question, introductive forcément, assez générale. Messieurs, comment est-ce que vous avez trouvé ce Paris-Roubaix 2024 ? Moi j'ai bien aimé quand même au global, parce que ça reste Paris-Roubaix, c'est quand même la plus belle course du monde selon moi. Et c'était vraiment très très animé pendant quasiment jusqu'à l'attaque de Van Der Poel. La fin, voilà quoi. En fait, le problème c'est que les 60 derniers kilomètres, on savait que c'était réglé, et ça a perdu un peu de son intensité. Enfin, voilà, il y avait moins de stress, on se demandait moins ce qui allait se passer. Enfin, c'était beaucoup plus simple à lire. Du coup, au global, ça reste quand même toujours bien, mais pas le meilleur Paris-Roubaix pour moi. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé pour ta part ?
Ouais, bah, plutôt une course haletante jusqu'à l'attaque de Van Der Poel et au final, une dernière heure beaucoup plus simple à lire, c'est vrai, mais toujours une bonne course pour moi. Bon, Geoffrey, on connaît toi aussi ton amour de Paris-Roubaix. Ouais, et bon, bah, comme mes camarades, forcément sur la fin, un peu moins de tension et donc une course, on va pas dire plus molle, mais plus tranquille. Maintenant, le coup de la bordure sur une transition de plaine de quoi, de 2 km entre le troisième et le quatrième secteur pavé de la journée. Enfin, quand on disait qu'on pouvait lister plein de scénarios sans avoir le bon, on aurait pu tourner autour longtemps sans l'avoir, celui-là. C'était fou dans les 100 premiers bornes avec la bataille pour l'échappée. Puis ça l'a encore été dans les 100 suivants avec ce coup de bordure, quelques attaques. Forcément un peu plus tranquille dans le final, mais quand même. Oui, c'est Mais pas facile d'avoir 260 bornes folles du début à la fin, bah, quoi. c'est pas le meilleur Paris-Roubaix de l'histoire, clairement. Mais enfin voilà quoi. Pareil, pour certains, c'était pas le meilleur Tour des Flandres de l'histoire. Maintenant, les deux qu'on vient d'enchaîner là, par rapport à ce qu'on aura dans les semaines prochaines, on a bien profité. Oui, hein, c'est sûr que c'est pas sur la Flèche Wallonne qu'on aura une attaque décisive à 150 km de l'arrivée. Ça, c'est certain. Plutôt à 150 mètres. Mais si on regarde par rapport au Paris-Roubaix récent, comme tu évoquais un peu le placement dans l'histoire des Paris-Roubaix, Geoffrey, ça se placerait où par rapport aux courses récentes qu'on peut avoir plus facilement en tête, peut-être? Il y a le 2021 qui est hors catégorie. Et forcément, par le placement dans la saison et les conditions climatiques aussi. Euh, pour les autres, après, ceux de ces dernières années, même s'il y a un coureur qui domine, je le préfère à ceux de la fin des années 2010 qui avaient tendance à être des courses qui sont très sur la défensive et où il se passait, enfin, mine de rien, peu de choses si on compare avec les dernières années. Parce qu'il y a quand même eu une année où on a eu Jürgen Rouland et Borut Bodzic qui sortent en tête du carrefour de l'arbre. Oui, c'est sûr que là, on a eu enfin le grand retour du fameux dicton le coureur qui sort en tête de la trouée d'Arambert gagne au bout. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Bon, bah, grâce à Mathieu Van Der Poel, on peut faire ça avec beaucoup de secteurs pavés aussi, là. C'est vrai. Louis, comment tu jugerais de ton côté par rapport aux courses, au Paris-Roubaix récent? Alors, bah, pour moi, il y a 2022 et 2016 qui sont hors catégorie. Ouais, je le classerai avec le milieu des années 2010. Bah, l'année où Rouland et Bodzic sont là en tête. En fait, cette année-là, on a eu la chevauchée et le spectacle. Les années, dans le milieu des années 2010, on avait le suspense. C'est un peu différent, mais au niveau de l'entertainment, c'est à peu près au même niveau pour moi. Ouais, c'est-à-dire que, en gros, dans la première catégorie, il y a des courses qui ont spectacle et suspense. Et dans la deuxième catégorie où tu Voilà, mettrais la course de cette année, il y a soit du spectacle, soit du suspense. voilà, exactement. Théo, qu'est-ce que tu en dirais? Est-ce que ça correspond un petit peu à ce que tu as vu de dire il y avait du spectacle mais pas forcément de suspense? Bah, moi, le suspense, j'y crois toujours. Et après, c'est juste que bah, après l'attaque, c'était fini. Mais avant l'attaque, moi, je me disais, ça peut encore, enfin, Pedersen, ça peut encore tenir, etc. Donc, vraiment, quand même un peu de suspense, juste, voilà, la fin qui est bah, du coup, un peu attendue, quoi. Et en vrai, en classement, enfin, là où le comparer, moi, je dirais avec l'année dernière, hein. C'est un peu du même acabit, je trouve. Alors, les écarts sont moindres, etc. C'est parti de moins loin, mais au final, c'est un peu le même style. Et on retrouve les deux premiers, et Pedersen était quatrième. Donc, voilà, c'est tout. Oui, c'est sûr que bah, même on s'était posé la question d'avoir deux coureurs aux deux premières places de Paris-Roubaix. On avait cherché, il fallait remonter à. C'est Moser de Vlamic, non? Je regarde, c'est ça, ouais, Moser de Vlaminck, 78-79. C'est la seule fois de l'histoire que c'était arrivé. Mais bon, là, avec Mathieu Van Der Poel premier, Jasper Philipsen deuxième, on a remplacé Wout van Aert par Mats Pedersen. Et Stéphane Kung, encore cinquième. Aussi, Gianni Vermeersch Ouais. qui était toujours présent, même s'il est un peu mieux placé cette année-ci. Pour compléter un peu tout ça, pour
essayer de se faire un peu la hiérarchie des éditions, quelle note vous pourriez mettre à ce Paris-Roubaix de cette année? On va dire forcément, j'anticipe ta question Geoffrey, en faisant une échelle de Paris-Roubaix, pas en faisant une échelle de course en comparant à Flèche Wallonne, par exemple. Bah, j'allais dire sur une échelle de Paris-Roubaix, peut-être un 8. Maintenant, si sur une échelle absolue, on est sur du 9,4, 9,5, mais parce que le Paris-Roubaix qui est à 2 sur l'échelle de Paris-Roubaix, il est facilement à 8,5, 9. Donc, Oui, parce que Paris-Roubaix a cette faculté de rendre une course à peu près obligatoirement intéressante. bah, c'est clairement une course que tu peux regarder du début à la fin sans avoir vraiment de moment où tu débranches. Oui, même s'il y a eu des... Là, vous disiez qu'il y avait les 60 derniers kilomètres un peu plus creux, entre guillemets, à ce niveau-là. Bah, c'était pour le suspense pour la gagne, parce que Alpecin jouait très bien, ça on va en reparler après. Mais... Même pour la deuxième place, il y avait quand même un peu de suspense. Donc, Oui, aussi. La deuxième place, elle n'était pas... elle s'est jouée au sprint, donc forcément, il y avait un petit peu plus de suspense à ce niveau-là. Justement, Louis, quelle note tu mettrais? sur l'échelle de Paris-Roubaix, ouais, je mettrais un 7 sur 10. Un peu plus dur que Geoffrey, mais Je mettrais 7 aussi en vrai. Moi, c'est une note qui me va bien. Ça restait agréable, mais je reste un peu sur ma faim du fait de la fin justement. Du coup, j'ai du mal à mettre 8. Ok, je comprends. Parce qu'il y a le côté où la course a été rapidement pliée. Mais c'est vrai que on en parlait, puis on a un peu cette impression en regardant l'écran géant au carrefour de l'arbre, quand Van Der Poel a attaqué. À un moment, on s'est peut-être un peu dit, bon, bah voilà, c'est plié, on peut y aller. Ouais, mais faut pas non plus oublier toute la journée. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Le bon coup qui se fait, enfin qui réduit le peloton entre 20 et 40 coureurs, en général, ça se fait. C'est Arambert qui fait ce rôle-là. Là, ça s'est fait 50 bornes avant Arambert. Oui, voilà, c'est. Je pense aux gens qui ont allumé la télé, du côté d'Arambert un peu avant. Ouais, on va se mettre devant la télé à 15h en pensant être tranquille. Merde, Arambert, c'est déjà passé, il n'y a plus que 20 mecs, c'est quoi ce bordel? Ouais. C'est vrai que du coup, les coureurs sont allés tellement vite qu'il a fallu qu'on fasse un choix au carrefour de l'arbre entre voir la trouée et voir passer les espoirs. Et comme on a dû le faire, on a entre fait le voir choix, trois on a fait villes le et choix. voir les juniors. Presque. Oui. Bon, après, pour finir un peu sur le bilan global, est-ce qu'on peut dire aussi peut-être que d'une certaine manière, la surprise qu'on a dans ce Paris-Roubaix, c'est peut-être qu'il n'y ait pas eu de surprise par rapport aux forces en présence à la hiérarchie, dans le sens où on a souvent l'habitude d'avoir sur Paris-Roubaix un gros outsider, un favori qui, alors qu'il est bien placé dans le final, se fait avoir un moment, un fait de course un peu surprenant dans le final. Parce que finalement, la surprise, c'est pas justement qu'on a eu tous les cadors devant, allez, peut-être en dehors de Christophe Laporte, une fois qu'on avait tous les cadors devant, ça a été finalement, entre guillemets, assez limpide pour eux, il n'y a pas eu trop de problèmes. Alors, il n'y a pas eu de problème dans les très grands favoris. Après, il y avait un immense favori, donc ça change un peu la donne. Mais il y a quand même, enfin, Madis Michael, ceux qui fait top 10, Laurens Pitty qui fait 7ème, c'est pas spécialement ce qu'on attendait non plus. Oui, aussi. Hein. Ça, ouais, il y a quand même des surprises dans les coureurs bien classés, mais c'est vrai que les grands favoris, enfin les favoris annoncés, ont un peu tous répondu présent, quoi. Par là, ouais, c'est mis à part du coup Laporte qui était pas dans le bon groupe, mais en vrai, Peut-être Pidcock un peu moins aussi quand même. moi Pidcock, Ouais. il m'a surpris dans le bon sens du terme. Hein. Je le pensais pas tenir comme ça. Surtout après sa chute lundi au Pays Basque. Ouais, non, mais après sa chute et après. Et même, genre, il pèse pas 60 kilos. Ouais, mais je le voyais quand même un peu plus haut. Ah, Ouais, moi, pareil. Mais chez Ineos, c'est surtout Tarling qui a déçu. mais Tarling, il aurait pu. Lui, il a eu un souci, tu vois. Oui. Il a eu- Mais il aurait pu faire quelque ils ont chose, un hein, peu en vrai, en paniqué. termes de points. J'allais dire, il se serait pas accroché à la voiture, mais il a crevé au moment où le groupe devant partait, et avec sa crevaison, Ouais. il aurait fini comme Agniolkowski par exemple, à péter de la bordure Pedersen et ne plus jamais revenir. Voilà, comme ça c'était pour citer Ouais, un coureur non. Cofidis. C'est bon, on a Ouais, fait le taf, je on trouve peut arrêter que- de les citer. Oui, Louis.
Niveau favori, on dit souvent que sur Paris-Roubaix, c'est difficile d'être favori. Il y avait l'exemple Sagan qui était souvent meilleur, mais il avait toujours une mauvaise équipe autour de lui. Mais le problème, c'est que Van Der Poel est le meilleur et il a la meilleure équipe avec lui. Donc, qui hier, ils ont couru à la perfection. Donc, forcément, à partir de là, c'est beaucoup plus facile de dérouler. Et justement, on va faire la transition un petit peu au Mathieu Van Der Poel, qui est le cœur forcément de ce podcast, comme il a été le cœur de la course avec son équipe Alpecin-Deceuninck. Est-ce que Mathieu Van Der Poel, par rapport à ce qu'il a fait, ça a été peut-être un peu surprenant est-ce que de le voir attaquer à Orchy, à 60 km de l'arrivée? Est-ce que vous attendiez à ce qu'il fasse la décision et qu'il parte tout seul aussi loin de l'arrivée? Sincèrement, moi, non. Après, j'ai pas non plus été sur le cul qu'il le fasse. C'était genre, je pensais qu'il allait attaquer plus tard, mais en fait, en le voyant attaquer, je me dis, bon, c'est Van Der Poel, ça peut le faire. Non, mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça qui m'a traversé l'esprit. Je me dis, bon, en vrai, il n'y a pas de souci, quoi. On l'a vu faire des raids solo tellement. Enfin, maintenant, il en fait tout le temps, quoi. Donc voilà, à la fois surpris, en même temps, ça m'a pas étonné, quoi. C'était Mathieu Van Der Poel, s'il avait attaqué dans un autre pavé 10 bornes avant, ouais, pourquoi pas, ou dans un autre pavé 10 bornes après, pareil, ouais, pourquoi pas. Exactement, c'est vraiment ça. Oui, donc limite, il se serait pas relevé légèrement après la trouée, il aurait fait les 90 bornes en solitaire, ça t'aurait pas surpris non plus. Bah, en vrai, même pas tant que ça. Bah, je pense qu'il se relève parce que l'écart est pas assez important. Oui, il y a 3-4 secondes, hein, mais... Si à la sortie de la trouée il a 10 secondes, je pense pas qu'il se relève. Et surtout que Philipsen crève aussi, donc Ouais, ça permet pas de jouer stratégiquement collectivement comme ça a été fait après. voilà, je suis pas surpris qu'il ait attaqué parce qu'il avait Philipsen et Vermeersch qui de toute façon pouvaient rester dans les roues. Et si c'était pas lui, ça serait Philipsen, quoi. Alors pour rebondir un petit peu sur des déclats d'après la course, je peux vous citer Philippe Rodoft, le manager d'Alpecin-Deceuninck, qui a dit, bah lui, l'attaque à 60 km nous a surpris. C'était peut-être conforme à son plan, mais pas au nôtre. Mais quand c'est arrivé, tout le monde était prêt. Comme quoi, c'est bien la confirmation que le patron d'Alpecin, c'est pas les frères Rodoft, c'est Mathieu Van Der Poel. Hein. Bah, surtout, voilà, c'est ça, ils ont vraiment eu la même réaction que nous, genre, ça nous a surpris, mais en vrai, bon, c'est Mathieu Van Der Poel, donc on est prêt, quoi. On est prêt à toute éventualité. Surtout qu'au final, l'attaque, elle est vraiment à l'endroit parfait parce que c'est un de ses coéquipiers qui mène le groupe, donc il peut faire la cassure. Et sur le pavé, c'est pas facile de doubler. Après, ça, c'était vraiment 100% du temps sur les pavés, quoi. Parce qu'ils étaient tout le temps en tête, en train de rouler quasiment, sauf quand il y avait des attaques de Polit, etc. Mais là, 80% du temps sur les pavés, c'était un Alpecin qui roulait. Non, mais cet endroit-là, sur ce pavé-là... Oui, puis voilà, être en file indienne, Mathieu Van Der Poel, c'est le seul qui arrive à sortir de la trace et qui se met sur le côté, qui arrive à remonter tout le monde. Bah, c'est ça, le bas-côté de celui-là, il n'est pas évident, et plus on avance, moins il devient évident. Il faut en même temps être capable de bien virer dans le virage asphalté qui est toujours très poussiéreux et qui peut être très glissant. Bah, d'ailleurs, il y a un coureur qui est tombé. Et continuer à enchaîner derrière comme ça. C'est vrai qu'en plus, là, je me remets un peu l'attaque et Van Der Poel, il accélère tellement fort à ce moment-là qu'il chasse un peu de la roue arrière. Il serait allé jusqu'à 60 à l'heure. 60 à l'heure dans un secteur pavé. Là, tu sens moins les vibrations. Ah ouais, bah... Pourtant, on voit sur l'attaque qu'il s'en prend quelques-unes des vibrations, mais bon, il va tellement vite qu'il s'en rend. Puis après aussi, il y a aussi le petit vice un peu justement de Gianni Vermeersch, il y avait Stefan Kool qui avait essayé de suivre Mathieu Van Der Poel sur le bas-côté, et Vermeersch se décale légèrement pour gêner Kung, pour éviter que Kung, bon, même s'il avait un petit peu de retard, pour éviter que Kung arrive à tenter de suivre Mathieu Van Der Poel. Je suis pas sûr qu'il ait fait exprès, je pense que juste qu'il le voit attaquer et il se relève. Moi je vois ça comme ça. Je pense pas que ce soit un vice. Genre, il a fait des trucs, il a fait des petits coups pendant la course, mais celui-là, pour moi, c'est pas un de ces coups de vicieux là. Ok. Pour moi, c'est juste, il le voit attaquer et il se relève parce que. Moi, je pense aussi qu'il veut faire la cassure, du coup il se relève, il réduit le rythme, il descend légèrement.
mais descendre un peu dans le sens où il laisse pas le haut du pavé facilement non plus. Oui, bien sûr. Ce qui se retourne pas quand Van Der Poel le passe, en fait. Après, de toute Tu vas façon, pas sur un t'amuser à pavé, tu te retournes pas sur un pavé. Ah oui, je sais, mais du coup, il peut pas savoir. Enfin, ouais, il peut s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui suit, c'est vrai. Mais oui, en tout cas, ça a été en tout cas très bien géré. Puis oui, l'accélération de Mathieu Van Der Poel, avec la vitesse qu'il a, ça peut rentrer facilement dans les images de l'année. Aussi, si on regarde sur l'ensemble de la course, le fait d'avoir l'équipe Alpecin de Koenig qui a travaillé très fort dès les premiers pavés pour avoir, comme on l'avait dit tout à l'heure, seulement une trentaine, quarantaine de coureurs au bout de 3 secteurs pavés. Est-ce que, pour après faire avoir un groupe qui est très réduit, et justement sur ces 30-40 coureurs, Alpecin était largement les plus nombreux, ils étaient à 5 coureurs, tandis que les autres équipes les mieux représentées étaient à 3. On avait Visma, Trek, Lidl Trek, Groupama FDJ et Uno X et Lotto Destiny qui étaient à 3 coureurs. Donc après ça permet de pouvoir gérer, contrôler. Est-ce que dans toute cette préparation et tout ce qui s'est passé à partir justement de ces premiers secteurs pavés, ça a été géré d'un point de vue tactique, géré parfaitement de la part d'Alpecin Phoenix, est-ce qu'on peut dire ça? Pour moi, il y a eu une seule petite erreur, c'est l'attaque de Vermeersch avec Kung et Pollitt. Et Pedersen a été assez sympa avec Van Der Poel en faisant rouler directement Teuns et Vacek. Donc, au final, puis il s'est bien rattrapé Vermeersch derrière. Moi, je trouve qu'en fait, ils n'ont pas fait d'erreur tactique, mais surtout, moi, je pense, c'est une des perfs d'équipe, je trouve, les plus impressionnantes que j'ai vues. Parce que c'est pas genre comme s'il y en avait, il y avait 15 000 leaders dans l'équipe, etc. Non, il y en a 2. Là, c'est des équipiers, mais ils ont roulé toute la journée. Ils sont quand même 3 dans les 10. Enfin, moi, je trouve que c'est. En fait, ils n'ont pas fait d'erreur parce que physiquement, ils étaient au-dessus aussi. Oui. Oui, ça peut jouer. Après, Louis, tu évoquais le moment où Vermeersch part avec Kung et Pollitt qui viennent le rechercher. C'est le moment où justement Pedersen en fait crève, donc il y a peut-être aussi ça. Entre guillemets, le timing, ça tombe bien de se retrouver avec un Mats Pedersen qui était peut-être le principal adversaire de Van Der Poel, qui crève et qui peut pas donc aller suivre ce coup. C'est ça a Ouais, peut-être aidé. Après, est-ce que peut-être aussi ça a pu aider la tentative de Vermeersch peut-être dans une idée de vas-y, on en remet un coup, il y a quelques coureurs qui vont suivre, et Vermeersch va pas rouler, mais ceux qui vont sortir avec lui vont se fatiguer un peu, ce qui a pu être le cas de Pollitt et Kung. ouais, c'est possible, mais après, bon, c'est facile. Derrière, enfin, quand il attaque, on ne sait pas que Vermeersch est aussi fort aujourd'hui. Mhm. Donc, partir avec Kung et Pollitt, qui sont quand même 2 énormes moteurs, je trouve que c'est assez risqué. Ouais, pour moi, Et en puis fait, ça, le problème, c'est qu'il est attaqué. En fait, c'est pas qu'il est genre, tu fais la même configuration, mais où c'est lui qui a suivi l'attaque. Là, il n'y a pas de souci pour moi. C'est le fait qu'il est attaqué qui me semble pas intelligent parce que il pouvait juste se contenter de suivre l'attaque. Et ça, je pense que personne ne lui a reproché. surtout qu'il se retrouve dans une configuration assez spéciale derrière. Enfin, surtout quand Pedersen est dans un groupe encore plus loin, c'est que derrière, il n'y avait que des outsiders qui regardaient Van Der Poel et lui disaient, je pense que c'est pas trop à nous de rouler. Donc, c'était assez difficile à gérer, je pense, pour Alpecin. En termes de domination individuelle et collective, on peut vraiment mettre la comparaison avec 2012, avec l'équipe OPQS qui avait lancé magnifiquement Bonnen pour un raid de loin et derrière les coéquipiers qui contrôlaient parfaitement. Donc est-ce qu'on peut dire qu'Alpecin de Koenig est la nouvelle Quick-Step? Bah, elle a tout Voilà. pour, hein. On attend qu'il soit la nouvelle Mapei en faisant un triplé maintenant. Ah bah peut-être l'an prochain, hein, si Johnny Vermeersch monte d'année en année. Même si à un moment on a limite pu y croire un moment au triplé pour cette année. Un petit détail aussi, point de vue tactique, j'ai relevé ce qu'a dit Jasper Philipsen, qui disait le but était de ne pas arriver avec un gros peloton à la chicane, d'avoir un peu moins de stress et de mettre les autres sous pression. Ce qui permet d'expliquer donc qu'ils aient voulu mettre un gros coup de vis très tôt dans la course.
Mais Geoffrey, on en parlait un petit peu en amont de ce podcast. Le fait qu'ils anticipent la chicane, ça te surprend pas, mais le fait qu'ils le fassent autant en amont, c'est quand même 50 bornes avant la trouée, c'est ça qui était peut-être plus étonnant. Tu veux anticiper la chicane, tu peux mettre un gros coup de vis dans un veluy, ça suffit à étirer le peloton énormément. Tu veux le faire en enchaînant sur du pavé, bah, il y a le pavé du Bure en montée, où une grosse mine, ça peut étirer. Il y a l'enchaînement d'Artres à Montchaud par Keren-Arima, où il y a beaucoup de pavés qui s'enchaînent en très peu de temps. Enfin, là, ils ont fait péter le peloton 50 bornes avant la trouée. 50 bornes avant la trouée, quoi. Je suis obligé de me le redire 2 fois pour me dire, ouais, 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 ouais. Moi, je suis moins surpris que ça parce que je me dis en fait, en partant, s'ils se savent fort, je pense qu'ils se savaient fort, ils se disent on prend moins de risques en mettant la pression de loin le plus tôt possible. Et je pense que c'est ce qu'ils se sont dit. Et c'est pour ça parce qu'en fait, ils ont roulé ils ont trouvé ils roulaient sur les premiers secteurs pavés, mais même avant les pavés, ils laissaient pas de champ à l'échappée et ils sont revenus au moment des pavés à genre 1 minute 30, 2 minutes de l'échappée. Ah, Enfin, il y a eu max une 30 pour l'échapper. ouais, voilà. Moi, je pense que ils ont juste fait du bourrinage en bonne et due forme parce qu'ils savaient que c'était en fait le moyen le moins risqué je pense, d'appréhender du coup la trouée avec la chicane, etc. Je pense que ils se disent peut-être que si on part un peu plus tard, il y aura un peu plus de monde ou je sais pas. Enfin, il y a pas de possibilité. Si on part de plus loin, je pense qu'il y aura moins de monde qui suivront. Et du coup, bah voilà. Après, je récupère aussi un petit truc qu'a dit Gianni Vermeersch, qui expliquait justement le moment où la bordure s'est faite. Il disait Scar Riesebeck a roulé très vite avec un vent de côté, ce qui a causé les bordures. J'ai regardé derrière et j'ai vu que il y avait plus que 30-40 coureurs. Et là, j'ai gueulé à l'oreillette qu'il fallait qu'on y aille à fond. Il y a un côté où c'était peut-être pas forcément anticipé de faire tout exploser à 50 bornes d'Arambert, mais tant qu'à profiter de la situation, il fallait pas laisser passer l'occasion de se retrouver avec aussi peu de coureurs. Moi, je pense qu'ils ont adopté la technique de rouler à fond tout le temps pour que l'attaque fasse plus de différence que si on roulait à un rythme assez tranquille au début de course. Parce qu'au final, les 4 plus grands coureurs adoptent toujours cette tactique de faire la course la plus rapide possible pour que ça use les adversaires. En gros, c'est un peu la tactique, on part à fond, ensuite on accélère, puis Mathieu Van Der Poel finit au sprint. Voilà. Un sprint d'une heure et demie, quoi. Oui, mais bon, un cyclocross, c'est pas beaucoup plus court. Après, Ouais. la zone dans le Cambrésis au début, c'est une zone où il y a beaucoup d'endroits pour faire des bordures et ils ont su bien profiter. Cet endroit-là, le plus difficile, c'est pas nécessairement le pavé, ça peut être les routes qu'il y a autour. Quand on sort des villages, d'un seul coup, on se retrouve sur une zone qui est un peu sur une hauteur, parce que c'est une zone qui est beaucoup plus vallonnée que la Pévèle. Et on peut rapidement se retrouver sur une petite butte, et d'un seul coup, c'est exposé, le vent il est dans le bon sens pour que ça pète. Ouais, ils étaient devant au bon moment, et ça se met en route. C'est ça, parce qu'en fait, le peloton, ça faisait 5 bornes qu'il était étiré hein, quand ça casse. En fait, depuis le début du secteur 29, c'était étiré, en fait, parce que avec les enchaînements de pavés, les petites routes, etc., et sachant qu'il roulait à fond, personne n'a pu remonter, et il suffit qu'il y en ait. En fait, ça fait comme un éventail de bordures, sauf que ça joue du vent et des pavés. Parce que sur les pavés, c'est un peu comme. Enfin, j'imagine, c'est un peu comme avec du vent, c'est-à-dire que c'est plus compliqué de venir boucher le trou que vient de faire le mec devant toi, quoi. C'est sûr que c'est pas forcément évident, puis quand j'ai revu la course, pour tout bien renoter un petit peu les différents éléments, la sortie du secteur de Kievias à Saint-Piton, où là ça commence à casser, quand j'ai revu sur Eurosport, Steve Chenel dit ah bah tiens ça va tout droit, je pensais que ça tournait à gauche, bah c'est justement parce que ça a continué tout droit qu'ils ont continué à avoir le vent de côté, que ça a permis les bordures. Parce que les autres années, ils allaient à gauche. Le pavé de Kévy à Saint-Piton n'était pas appelé de Kévy à Saint-Piton, c'était juste Kévy. Et Saint-Piton, c'est le petit pavé en descente qu'il y avait après. Et l'habitude, quand on prend ce pavé-là, on tourne à gauche, et puis on a une descente 400, 500 mètres plus loin, où on a un petit pavé en descente. Là, ça gardait cette ligne droite sur une hauteur, parce que le pavé de Kévy finit par un léger faux plat montant, et vraiment moyen que ça souffle bien. Je me demande d'ailleurs, Louis, parce qu'on avait fait une partie de la reconnaissance en voiture ensemble, je me demande si c'est même pas à cet endroit-là où tu avais dit directement que ici il y avait moyen de lancer une bordure.
Ah si, c'est bien possible. Mais après, sur tous les premiers secteurs, on a vu que c'était assez compliqué entre l'eau, le vent, et c'est surtout très dégagé à cet endroit. Bon voilà, merci pour cette petite explication tactique géographique qui permet un peu de mieux comprendre comment, pourquoi ça s'est passé comme ça. Après aussi aussi bien sur Mathieu Van Der Poel, sur Alpecin-Le-Koninck, au final de ce Paris-Roubaix, qu'est-ce que vous retenez de plus entre d'un côté la puissance, le final en solitaire de Mathieu Van Der Poel, et de l'autre côté la maîtrise d'Alpecin-De-Koninck qui a fait exploser la course à 150 km, qui a ensuite contrôlé avec 3-4 équipiers autour de Mathieu Van Der Poel jusqu'à ce qu'il attaque et contrôle également après son attaque. Qu'est-ce que vous retenez entre Van Der Poel et l'équipe Alpecin-De-Koninck? Le collectif. Pour moi, c'est vraiment une victoire du collectif. Je suis d'accord. C'est en fait Van Der Poel, on sait qu'il est fort. Le collectif, moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit si fort. Louis, est-ce que pour toi aussi c'est le collectif qui t'a vraiment marqué les esprits? Ouais, pareil, le collectif. Parce que je pense que si Van Der Poel part et que derrière, on a un groupe Pedersen, Kung, Polit, mais sans Philipsen, il peut peut-être y avoir jeu. Donc c'est plus le fait que peut-être Mathieu Van Der Poel, on a dans un sens peut-être l'habitude, entre guillemets, de le voir faire ce genre de numéro, mais moins que l'équipe autour de lui puisse contrôler d'une telle manière peut-être. Bah, c'est ça, c'est Ouais, que elle est forte son équipe. Ça, on le savait, mais c'est plus vraiment c'est vraiment cette impression de domination. En fait, c'est vraiment ça. J'ai vraiment une impression de domination de l'équipe que avant, en fait, j'avais une impression de domination, mais de Van Der Poel. Et là, c'est l'entièreté de l'équipe qui m'avait l'impression de dominer tous les débats. Par contre, contrairement à ce que tu disais, Théo, je m'attendais à ce que l'équipe soit très forte. Mais je m'attendais à ce qu'elle soit forte, mais pas à ce point-là. Moi, je m'attendais pas à ce point-là. Non, parce que je pense que je crois on s'était mis d'accord avec Johan sur le podcast qui précédait le Tour des Flandres, où on se disait qu'ils avaient une équipe pour Paris-Roubaix plus que pour le Tour des Flandres, et enfin là, on l'a vraiment vu. Oui, là oui. Pour bourriner, bastonner autant. C'est l'équipe qui a le meilleur effectif pour un Paris-Roubaix. Oui, là, c'est Attends, sûr. il manque peut-être, enfin, même si Philipsen est très fort, un vrai leader de substitution, parce que Philipsen, il est plus dans la situation où il va s'accrocher aux autres pour les régler au sprint. Mais enfin, Bah, même si moi, c'était le plus rapide des je trois, préfère un ça, gros. en fait. Je préfère un second leader sprinter, parce que je trouve que je pense, au niveau moral pour les adversaires, ça fait mal, tu vois. Genre, tu te dis, putain, il est encore dans la roue. Et Alors oui, s'il reste dans la roue, genre, on peut pas faire la deuxième place, quoi. c'est On peut pas sûr. gagner. C'est sûr que ça fait très mal, mais quand tu te retrouves sur un potentiel sprint final très long et que tu es avec un Mats Pedersen, enfin, t'es pas serein que le plan B il fonctionne à coup sûr. Ouais. Ouais, mais malgré tout, je préfère un Philipsen justement parce que bah, je trouve il couvre plus de cas que un second leader pur flandrien. Du coup, Geoffrey, on évoquait tout à l'heure un peu la comparaison entre Alpecin et la Quick-Step de la grande époque. C'est peut-être ça qui fait la différence qu'on a Mathieu Van Der Poel qui est le leader unique, ensuite un sprinter et le reste qui est complètement Je- dévoué à Van Der Poel d'abord. Si on prend la Quick Step des années Bonnen, c'est le leader qui était aussi le plus rapide au sprint. Donc la comparaison a peut-être ses limites. On peut peut-être remettre plus dans les années Mapei, voire Domo Farmfrit, où il y avait Museo, par exemple, qui était devant, ou Tafi ou Bellerini qui était devant. Et derrière, il y avait des mecs comme Stills ou après Venstens pour venir régler les autres au sprint derrière. Mais l'Alpecin a vraiment une énorme équipe pour Paris-Roubaix. Et je pense qu'ils peuvent être lancés là, sur une série d'années où ils vont être très souvent présents, ou s'ils ne gagnent pas, ils en seront pas loin. Et avec trois mecs dans le top 10 pour encore 4 ou 5 années. Moi, je regrette un petit peu quand même la chute à travers la Flandre. Parce que j'aurais bien aimé voir une Lidl Trek au complet face à cette Alpecin. Je pense Ouais, pas que ça aurait changé énormément de choses, parce qu'il manquait du coup mais Jasper Stuyven, notamment du et côté de Alex la Kirch, Lidl ouais. Trek. Bah, puis, Alex Kirch. on peut faire la Ouais. même pour Visma, hein, parce que si on remplace Affini par Van Aert, Oui, oui, non, mais oui, en fait, oui, c'est vrai. Je mets Visma à part parce que vraiment, ils avaient personne. Alors que là, c'est plutôt, il leur manquait, enfin, pour les deux treks, il leur manquait un, voire deux coureurs, quoi. Et du coup, enfin, c'est ça que je trouvais différent. Mais oui, sinon, les Visma, tu mets les Visma au complet en pleine forme, ça joue, là. Hein. Oui, ne serait-ce qu'un Van Aert, Bah, Van forcément. Aert, Van Ouais. Baarle, la porte en pleine forme, c'est bon. Hein. Ah oui.
Et c'est surtout que là où Trek avait fait une très belle performance collective sur Gand-Wevelgem, bah, on n'a pas pu la revoir ensuite. C'est dommage. Oui, c'est sûr, forcément, avec un Pedersen qui était peut-être pas non forcément revenu à 100%, sans Jasper Stuyven, sans Alex Kirch, qui était également très fort sur Gand-Wevelgem, bah ça fait des cartouches en moins. Pour revenir un petit peu sur Mathieu Van Der Poel avant de refermer cette page, si on regarde par rapport à tout ce qu'il a pu faire par le passé, est-ce que ce Paris-Roubaix a pu marquer peut-être la plus grande performance de Mathieu Van Der Poel? On fait le même débat qu'on s'est fait la semaine dernière, même pour le Tour des Flandres. Peut-être oui. Moi, je pense pas. En vrai, je pense que ce qui m'a vraiment le plus impressionné dans toutes ces victoires, ça va être peut-être les championnats du monde. Je pense que sa victoire au championnat du monde me semble pour moi celle où il m'a le plus impressionné, pardon. Je mettrais celle-ci un peu devant les autres. Mais en vrai, il est impressionnant sur chaque victoire, donc c'est compliqué. J'allais aussi évoquer les championnats du monde comme plus grosse perf que là. Donc les championnats du monde légèrement devant ce Paris-Roubaix. Louis, est-ce que tu rejoins Geoffrey et Théo? Oui, moi je suis d'accord. Enfin, après, le championnat du monde, je n'ai pas trop vu. Donc, j'étais en vacances. Mais Paris-Roubaix, là, je trouve qu'il est beaucoup plus fort qu'au Tour des Flandres encore. Oui, je suis d'accord pour ça, par contre. Il m'a plus impressionné sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres. Bon, je suppose que Geoffrey, le sens de ta question à ma question, c'était aussi ça. Un petit peu. Mais tout ça rejoint un petit peu aussi justement ce que dit Mathieu Van Der Poel. Ça tombe bien, vous l'avez bien cerné, qui disait c'était vraiment ma meilleure journée sur les classiques. Et aussi, je me sentais au même niveau de forme que lors du mondial de Glasgow. Par contre, pour lui, ouais, de sa part, c'est la course qu'il a probablement le plus maîtrisée. Parce que il n'a pas eu la petite chute qui est venue perturber un petit peu. Ça a vraiment été une victoire par chaos de tous ses adversaires. En un seul moment, c'était fini. Là où sur le round, avant qu'il se mette en route, il y a des moments où on pouvait douter. Là, on voyait l'équipe Alpecin se mettre en route et il semblait en contrôle sur les 100 premiers kilomètres. Il semblait amener Mathieu Van Der Poel vers la victoire dans les 100 suivants et ils ont conforté cette victoire dans les 60 derniers après son attaque. Oui, c'est vrai qu'on, quitte à faire la comparaison avec le Tour des Flandres, Alpecin a pu être un petit peu inquiété peut-être à certains moments par certaines tentatives offensives. Là, sur ce Paris-Roubaix, ils ont roulé tellement fort que personne n'a vraiment semblé en mesure de les inquiéter, peut-être. À aucun moment on s'est dit il peut arriver un truc à Mathieu Van Der Poel. À aucun moment on s'est dit Alpecin, ils sont peut-être en train de faire une connerie là. Et après, si on regarde par rapport au plus grand Flandrien de l'histoire, où est-ce qu'on situerait ce Mathieu Van Der Poel de ce Paris-Roubaix de ce cru 2024? C'est compliqué de comparer les époques quand même, je trouve. Ça veut dire en instantané ou en cumulé? Moi, en cumulé, on peut commencer. Enfin, moi, je pense qu'on peut commencer avec une comparaison en instantané. Moi, je sais pas faire. Je pourrais pas le comparer à une performance autre des années précédentes. En cumulé, il commence à parler très très fort, par contre. Geoffrey? Ouais, en instantané, c'est compliqué à mettre. Peut-être que le Muséo 2002 était au-dessus, parce qu'il y a tout, presque un arc narratif de sa carrière par rapport à ce qui lui était arrivé et tout ça, Et ça qui finit donnait avec un quasiment le ressenti même plus écart en fort. plus. Hein. Ouais, je pensais pas à ça en les mettant. Mais sur l'ensemble, pour le moment, il n'y est pas encore. Maintenant, clairement, on peut se dire, enfin, sur une course d'un jour comme celle de Paris-Roubaix ou celle du Tour des Flandres, il peut se passer beaucoup de choses. Sur une année cycliste, il peut se passer beaucoup de problèmes. Enfin, on n'en souhaite pas à Mathieu Van Der Poel, mais là, son contrat, il l'a prolongé jusque quoi, 2028 chez Alpecin, c'est 2028, ouais, ça? tout à fait. Clairement, là, il est en candidat sérieux pour devenir potentiellement recordman des deux courses. Ah bah, De toute façon, il Co-recordman lui au moins reste sur Paris-Roubaix. il lui reste un Tour des Flandres et il sera seul recordman. Voilà, après le Tour des Flandres, c'est la course qui va le mieux, mais peut-être qu'il bloquera, je sais pas, à 3 Paris-Roubaix. 3 Paris-Roubaix consécutifs, c'est un truc qui est pas arrivé souvent. Euh, voilà, on a peut-être un coureur qui va être en mesure de le faire. C'était déjà arrivé, 3 d'affilée? Octave Lapise et Francesco Moser. Ok. Donc c'est arrivé à Je dis seulement ça 2 de reprises. mémoire, Mathieu, tu confirmes avec les stats quelque part?
Euh, Moser, oui. Et Octave Lapise, sûr. Lapis aussi, Et je pense c'est pas vrai. qu'il y en ait d'autres. Non, il euh, y en a plein de doubles au début, ouais, mais on a Francesco Moser 78, 79, 80. Et après, oui, voilà, en effet, il faut remonter à Octave Lapise, 1909, 1910, 1911. Parce qu'après, en 1912, c'est Krupland. Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que Mathieu Van Der Poel sera le troisième à remporter 3 fois d'affilée Paris-Roubaix? Eh ben, réponse l'an prochain. Maintenant qu'on a bien parlé de Mathieu Van Der Poel, je vous propose de passer un petit peu à ses adversaires, même si ses adversaires, bon, ça a été compliqué pour eux, on l'a déjà évoqué un petit peu. Justement, je m'étais replongé un petit peu dans les différentes déclarations d'après-course. Dans ce qui transparaît, on a un petit peu l'impression que personne semblait vraiment déçu de ne pas avoir gagné. Mats Pedersen disait on a juste essayé de tous se mettre à bloc pour rentrer, mais à force de le voir creuser l'écart, on a fini par se résoudre à jouer la deuxième place. Est-ce que, comme ça transparaît un petit peu, c'est juste que pour les adversaires de Mathieu Van Der Poel, il y avait finalement rien à faire face au niveau, à la puissance, à la force du Néerlandais? Ah ouais, je pense que là, il n'y avait pas de marge. Je pense que Pedersen fait une petite erreur tactique en faisant rouler Tons et Vacek, mais même s'il fait pas ça, la différence est trop énorme entre les deux. Il n'y en est pas dans un cas comme sur le Tour des Flandres où on l'a vu faiblir sur la fin et l'écart qui diminuait 3 minutes. Enfin, on a très rarement un tel écart sur Paris-Roubaix, même quand il y a un coureur qui domine. Pour comparer avec le Tour des Flandres, à un moment, on commençait à se dire est-ce qu'il va battre le record? Est-ce que ça fera plus de 2 minutes? Au final, ça a descendu plus proche quasiment plus proche de la minute, même à la minute quasiment. Autant sur Roubaix, au moment où on se disait est-ce que ça sera plus proche des deux, plus proche des trois? Bah ça s'est jamais arrêté, ça a augmenté, 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 fini à 3 minutes tout pile. Et puis surtout, on a longtemps parlé enfin, l'épopée solitaire de Cancellara. Enfin, il prend son avance, elle est 1 minute plus grande que ce que Cancellara avait fait cette année-là. Donc c'est dire à quel point il a écrasé le final. Ouais, et puis faire en plus 60 km, alors quand Cancellara était sorti à quel moment sur sa victoire? Du coup c'est 2010, hein, tu fais référence. Ouais, bah, Cancellara, Ouais. il sort en gros 5 à 6 bornes plus loin, je crois, de mémoire. Donc ça change pas grand-chose. Oui, C'est sur le pavé d'après. d'accord, ouais. Mais bon, ça fait quand même 1 minute de moins d'avance au final, ce qui illustre bien la puissance de Mathieu Van Der Poel. Euh, Théo, est-ce que tu es du même avis sur le fait que il y avait rien à faire, strictement rien à faire, face à Mathieu Van Der Poel? il y avait rien à faire face à Mathieu Van Der Poel, il y avait rien à faire face à son équipe. Donc vraiment, les regrets, enfin, il peut pas y en avoir là. C'est impossible. Voilà. Pour revenir aux déclarations que j'avais notées, il y avait juste peut-être une petite possibilité qu'évoquait Marco Marcato, le directeur sportif du AB Emirates, qui disait la seule option pour nous était d'anticiper, et Nils Politt a été dans une bonne situation avec un gars d'Alpecin à l'avance, qui était pas mal, mais Lidl a fait un gros travail pour nous chasser, et est revenu. C'était le coup avec Politt, Vermersch et Stefan Kung, sur lesquels sont revenus justement les Lidl Trek de Mats Pedersen. Est-ce que ce coup-là, avec Nils Politt, Stefan Kung et Gianni Vermersch, aurait été vraiment la bonne option, aurait pu permettre d'aller loin pour des adversaires de Mathieu Van Der Poel? Bah, a posteriori, c'était la seule option pour que quelqu'un d'autre gagne. Sauf que Pedersen, il joue la gagne. Donc moi, je pense pas que ce soit une, une énorme erreur d'avoir roulé avec Alpecin, enfin de rouler pour ramener parce que Pedersen, il l'a annoncé et il l'annonce à chaque fois quasiment. Il veut jouer la gagne. Donc il se comporte comme s'il faisait partie des favoris quasiment au même niveau que Van Der Poel. Je sais pas. Moi, je j'ai pas envie de leur en vouloir pour ça. Bah, moi, de toute façon, le résultat lui donne raison. Il fait podium au final, donc c'est très bien pour lui. Mais je pense que l'erreur de Pedersen, c'est de courir comme s'il avait le niveau de Van Der Poel, alors qu'il pourrait se mettre un peu en retrait. Et là, par exemple, l'occasion de lui dire je reviens de ma crevaison, c'est à toi de rouler, et laisser l'écart un peu enflé. Il était à 80 km de l'arrivée. Il y avait encore le temps de rectifier le tir si, en effet, Van Der Poel ne roulait pas du tout. Oui, mais enfin, en fait, je me dis, dans un scénario comme ça, ce qui peut se passer, c'est que Van Der Poel, il est quand même à 50 bornes, il lâche tout le monde et il revient, et voilà. Et finalement, Pedersen, ça revient le dindon de la farce, parce qu'il va jouer la 5e place, quoi. Face à Ouais, Philipsen. mais après,
Je me dis, peut-être en gardant Vacek, il aurait pu aussi économiser ou rouler un peu derrière Van Der Poel. Enfin, de toute façon, c'est de la fiction, hein, mais... Ouais, c'est difficile. Moi, voilà. Non, mais je comprends, hein, mais c'est juste que j'ai pas trop envie de leur en vouloir pour ça, la Lidl Trick. Oui, dans un sens, tout se comprend. J'ai vu même Stéphane Kuhn qui regrettait dans un sens d'avoir tenté un coup. Il y a un côté où vous seriez face à Stéphane Kuhn, vous lui diriez, bah, t'as pas à t'en vouloir, c'était ce qu'il fallait, il fallait tenter. Pour Lidl Trek, je comprends leur stratégie, parce que Mats Pedersen, sur une course bien difficile, espérait battre Mathieu Van Der Poel au sprint. Il a fait VL Game, je comprends qu'il ait eu envie de retenter l'ICID, même si bon, le terrain était quand même plus favorable à Mathieu Van Der Poel. Pour Nils Politt, fallait anticiper. Pour Stephen Kung, là, encore une fois, il a fait un peu trop d'efforts et il l'a payé dans le final, malheureusement. Je crois qu'il a peine à doser un petit peu. Après, groupe pour Groupama FDJ, ça aurait pu être différent si Laurent Spitty a pas sa chute. Oui, hein, c'était le Laurent Spitty qui chute sur la dernière partie non répertoriée des secteurs de Templeuve. C'est ça, dans le hameau de Washmi, il chute à l'entrée de celui qu'ASO décide de ne pas répertorier alors qu'il est bien plus méchant que l'espace Crupland. Mais dans le final, là, comme ça, s'ils étaient à deux, ça aurait pu être intéressant de voir quelque chose de différent et d'avoir un collectif essayer de jouer là-dessus, même si, bon, Laurent Spitty, avec la jeunesse et l'inexpérience, c'était pas nécessairement la carte la plus sûre pour le reste, mais juste avoir une équipe avec deux coureurs, Oui, ça aurait pu être intéressant. ça aurait pu changer quelque chose pour la deuxième place, mais la victoire était Oui, déjà la envolée. victoire, là, il n'y avait rien à faire. Et après, tant qu'à parler des coureurs qu'il y a derrière Van Der Poel, derrière les Alpecin de Koninck, parce que forcément, il y en avait beaucoup. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs dans la performance vous a marqué sur ce Paris-Roubaix? Laurent Spitty. Ouais. Ouais, Laurent Spitty. Je trouve qu'on a aussi une bonne Offensif. cuvée de bons Flandriens quand même cette année, enfin de spécialistes de Paris-Roubaix, entre Degenkolb qui fait encore une bonne course et les frères Van Dijk et aussi Mathis Michels. Je trouve que ça fait trois coureurs qui ont fait vraiment leur course sur le jour où il fallait faire cette course. La constante aussi avec le Belge de l'équipe qui vient être le meilleur de coureurs de l'équipe au classement final. Pour beaucoup de formations. Voilà, pour toutes les formations, sauf la formation Alpecin, qui est une formation belge. Tout à fait. Mais c'est vrai que Geoffrey t'évoquait Laurent Spitty, avec sa 7ème place, il a 21 ans, on va quand même signaler que c'est le meilleur des débutants sur Paris-Roubaix, donc c'est quand même pas rien, et il finit devant Jordi Meus de l'équipe Borans-Grohe. On verra s'ils seront coéquipiers l'an prochain au sein de l'équipe allemande, puisque Laurent Spitty est annoncé partant de Groupama FDJ vers Borans-Grohe. Et Mathis Michels qui n'a pas encore 21 ans. Oui, aussi. Bah, j'avais regardé depuis 87, quoi. Il n'y avait pas eu un mec plus jeune que lui qui était dans le top 10. Donc, ça, voilà. Même si on est à une ère des cyclistes qui sont jeunes et qui performent tout de suite, c'est quand même très intéressant sur une course comme Roubaix où quand même on a toujours dit que il fallait de l'expérience quoi, pour performer là-bas. Oui, de toute façon, Michels, on l'avait vu, je crois, l'an dernier, il avait suivi les meilleurs un peu avant la trouée d'Arambert. Enfin, je pense que c'est un coureur qui se sent très bien cette course. Oui, bah justement, l'Estonien l'a dit après l'arrivée, que Paris-Roubaix est devenu ma course favorite quand je l'ai découvert l'an dernier. Et justement, il évoquait le fait que il était bien placé dans la trouée d'Arambert l'année dernière, mais il avait eu un problème mécanique beaucoup plus tôt qu'il ne l'a eu cette année. Donc cette année, il a pu réussir à, entre guillemets, limiter les dégâts après sa crevaison, et donc finir dans le top 10. Même si top 10, il peut remercier le déclassement de... il peut remercier le déclassement de Tim Van Dijk, hein, qui avait bien mordu à l'intérieur de la piste sur le Vélodrome. Et ce qui lui avait permis de prendre dans un premier temps la 8ème place avant d'être reclassé en dernière position du groupe. Voilà, ça fera encore partie des choses qui feront un petit peu débattre, polémiquer, de la même manière qu'on avait eu toute l'histoire autour de la chicane avant. Bon, chicane qui n'a pas provoqué de chute ni à l'occasion de la chicane, ni pendant la trouée. Heureusement finalement. Mais la chicane qui donc d'ailleurs ne devrait pas revenir l'an prochain, puisque le parcours serait annoncé pour passer dans le site minier d'Arambert, pour pouvoir permettre de faire ralentir les coureurs de cette manière-là.
Ce qui amènerait pour comparer avec un enchaînement de 4 virages à angle droit sur une route un peu plus étroite. Et le dernier, il est juste avant le passage à niveau. Voilà. Donc, C'est même un peu plus raide qu'un angle droit de mémoire sur place. voilà, pour avoir un petit peu la vision donc, de ce que ça pourrait donner, en tout cas l'année prochaine, en tout cas sur la piste qui est évoquée. Mais bon, maintenant il y a un an pour anticiper ça, il y aura plus de temps que seulement une semaine. Un petit mot sur les coureurs français. Alors, la semaine dernière, on avait conclu qu'il fallait pas forcément s'attendre à grand chose avec les coureurs qui étaient au départ. Finalement, depuis le dernier podcast, on a appris que Christophe Laporte serait bien au départ. Il était au départ de ce Paris-Roubaix. C'était le leader annoncé pour l'équipe Visma Lease a Bike, même si ce n'est pas le coureur de l'équipe néerlandaise qui finit le mieux, puisque les jumeaux Van Dijk étaient dans la bonne bordure devant. Ils finissent donc tous les deux dans le top 20. Christophe Laporte finit dans le premier groupe des coureurs qui n'étaient pas à l'avant. Un groupe qui, pour l'anecdote, a été réglé par Alexander Christophe pour la 21e place. Et justement, Christophe Laporte, lui, a été mis entre guillemets hors course par une crevaison sur le secteur de Troisville, le premier secteur pavé. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit peu de frustration d'avoir Christophe Laporte qui se fait éliminer par une crevaison aussitôt dans la course, alors que finalement il avait l'air, peut-être entre guillemets, d'être pas si mal pour finir parmi les meilleurs des autres, entre guillemets? Bah oui, évidemment. Enfin, c'est sûr qu'il s'est fait mettre out par un souci mécanique. Après, Visma, putain, les problèmes qu'ils ont mécaniques chaque année, c'est. Enfin, j'ai l'impression que si c'est que du hasard, vraiment, ils ont vraiment quelqu'un qui les maraboute, hein, parce que. Oui, parce que Laporte avait déjà eu une crevaison dans Arambert l'an dernier, je crois, pour rester sur le cas Laporte. Il y avait eu la crevaison de Van Aert au Carrefour de Ouais, l'Arve. non, mais chaque mais- année, Christophe Laporte, tous les ans, il a un truc. Hein, Ouais, entre c'est vrai. la crevaison, la roue qui pète, le freinage avec la chaussure. Il s'est tellement fort et tellement costaud sur Paris-Roubaix. L'année où il va le faire sans avoir le moindre pépin, il pourra vraiment être dans le coup pour faire une belle perf. Parce que là, il est loin d'arriver à 100% sur la course. Ah oui, en plus, hein. Parce que Je veux dire, il a pas couru depuis San Remo. mais même le dimanche matin, on s'est demandé est-ce qu'il est là parce qu'il va mieux et qu'il est en forme, ou est-ce qu'il est là parce que Visma l'a mis parce que c'était le moins loin géographiquement et qu'il fallait mettre une équipe de 7. Oui, on n'avait aucune certitude sur son niveau. Donc bon, finalement le résultat rassure bien, même si on l'a pas vu du tout de la course. Ça a été pour nous sur place la bonne surprise de voir dans le premier groupe on va dire enfin, c'est un des premiers coureurs qui est arrivé de ceux qu'on n'avait plus vus depuis très longtemps parce qu'ils n'étaient plus pas dans la première bordure. Mhm. Ouais. Et ça a presque été une surprise de le voir là. Donc c'est compliqué de parler de regret aussi parce que tellement on a été surpris de le voir arriver comme ça dans le groupe avec Christophe et les autres. Oui, parce qu'au final, quand même, avec sa 25e place, Christophe Laporte finit quand même premier français. On avait deux Français qui étaient présents dans la bonne bordure, avec Jordan Labrosse et Hugo Page. Mais Jordan Labrosse était en difficulté, il a été distancé dans la trouée d'Arambert et finit à la 101e place. Ça a Il été, finit dernier français classé. Non, Cavagna. Rémi Parce qu'il y Cavagna avait, est parce qu'il 103e. restait Alexis Renard qu'on a vu passer, mais bien hors délai. Très Pas loin. comme beaucoup d'autres coureurs qui étaient Oui. hors délai mais qui ont été au bout. Dédicace à Cyrus Monk qu'on a vu passer 45 minutes après Mathieu Van Der Poel alors qu'il avait crevé au premier secteur pavé. Mais il a crevé tenu dans à le premier finir. secteur pavé, il a fait quasiment toute la journée tout seul. Et la stat que tu nous disais, Mathieu, hors antenne, enfin je crois que c'est toi qui nous le disais hors antenne, enfin avant qu'on prenne l'enregistrement, la moyenne horaire de Cyrus Monk est supérieure à la moyenne horaire de Cancellara quand il gagne. Oui, donc c'est dire qu'il a quand même fallu qu'il s'envoie une sacrée perf. Hein, l'Australien au mulet de la Q36.5. Bon, après, pour revenir sur les coureurs français, j'évoque juste le classement du Copage, hein, qui était dans la bonne bordure, qui finit 34e et 3e français, puisque entre Laporte et Hugo Page, nous avons Thomas Gachinière qui vient prendre la 30e place. Ce qu'on a
Quelque chose d'autre à ajouter par rapport au cours français, des regrets, Mathieu Van peut-être Der des Poel est à déceptions? moitié français. On revient encore ou c'est bon, on arrête? Ah, le plus français des Néerlandais, allez, pour reprendre l'expression consacrée. Mais, Il est à moitié français, il en a gagné 2. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un Français qui a gagné? Ah bah moi Bon. je veux bien le prendre, hein, le Paris-Roubaix. Un peu déçu par Petit dont on n'a rien vu quand même en Ouais. termes de français, qui a même pas fini, donc peut-être qu'il avait quelque chose, je sais pas. Et également déçu par Turgis qui semble sur la pente descendante en ce moment, donc c'est dommage parce que c'est un coureur qui pouvait parfait et qui a parfait. Alors sur Paris-Roubaix, je sais plus s'il a vraiment bien parfait, mais il a quand même fait de très beaux monuments déjà, donc De mémoire, je crois qu'Anthony Turgis a justement jamais eu beaucoup de réussite ouais, sur Paris-Roubaix. il a fait 13e au mieux de ce que je vois. Donc bon, peut-être que c'est la course qui lui réussit pas. Peut-être. Mais voilà, je crois que c'était Ah, Frédéric sinon- Guedon qui disait à Stéphane Kung, il y a des coureurs qui sont bien placés chaque année mais qui trouveront jamais l'ouverture, et un coureur qui une année aura eu un jour de grâce et qui trouvera l'ouverture. Ça sera peut-être ça pour Anthony Turgis. Hein. Ou la porte, on verra. Bon, Christophe Laporte aussi, hein, pourquoi pas, évidemment. Louis, tu voulais rajouter un dernier mot? Pas que même si les résultats sont pas là, le fait que Labrosse et Page aient suivi la bonne bordure, ça montre il y a peut-être quelque chose pour le futur. Enfin, surtout pour Hugo Page, il est assez bon encore une fois cette année. Oui, Hugo Page qui avait déjà fini deuxième meilleur français sur le Tour des Flandres la semaine dernière, avec une 51e place de mémoire, je crois. Donc peut-être quelque chose à aller voir. Et puis bon, pour les autres Français, peut-être le placement qui leur a fait défaut aussi. On avait vu notamment Pierre Gautrat qui, juste après Christophe Laporte, avait vraisemblablement été victime d'une chute dans le premier secteur pavé. Forcément, ça l'a mis hors course lui aussi. Mais bon, voilà. Cette course laisse quand même quelques espoirs pour la suite. Pour finir sur un petit peu de positif pour nos coureurs français. On a donc évoqué pas mal de choses, pas mal d'éléments sur le Paris-Roubaix masculin remporté par Mathieu Van Der Poel. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé chez les femmes. Comme j'avais dit en introduction, pour rappel, c'est également un maillot arc-en-ciel qui s'est imposé avec la victoire de Lotte Kopecky dans un sprint à 5-6 devant Elisa Balsamo et Pfeiffer Georgi. Complète le groupe Marianne Vos, Amber Krak et Hélène Van Dijk qui avait emmené le groupe dans les derniers kilomètres, la coéquipière d'Elisa Balsamo. Alors donc justement on finit, la victoire s'est jouée pour la première fois sur ce Paris-Roubaix femmes dans un sprint entre favoris, puisque je n'oublie pas que l'année dernière c'était dans un sprint en petit comité qu'Alison Jackson avait gagné, mais ce n'étaient pas les favorites. Et donc, pour la première fois, on a eu un sprint entre favorites pour la victoire. Est-ce que ça signifie que le niveau était un peu plus homogène que par le passé, Geoffrey? Le niveau était déjà très homogène ces dernières années. La première année, c'était un peu particulier avec Lizzie Deignan qui était partie très tôt. Et donc derrière, enfin, la course était un peu différente, mais derrière Elisa Longo Borghini, il y a 2 ans, il y a un bon gros groupe qui arrive ensemble. L'année dernière, les favorites, après, il y a eu la chute qui a perturbé, mais il y en a une bonne dizaine qui sont ensemble et qui manquent de reprendre les favorites, enfin les favorites, pardon, les échappées. Là, enfin voilà quoi, le niveau était bien homogène. Il y a quand même eu quelques petites surprises parce que, enfin, pour le coup, Amber Krak, je m'attendais pas à la voir si forte dans le final et tenir comme ça jusqu'au bout. La course été- reste intéressante à suivre avec Kopecky qui n'était pas nécessairement très offensive. Lidl Trek, il a été beaucoup plus avec Hélène Van Dijk qui avait un nombre de cartouches impressionnant. Ah oui, ça, on avait suivi la course avec Geoffrey et Théo, c'était placé au secteur de Chihuahua à Sarre-et-Rosière. À chaque attaque d'Hélène Van Dijk, c'était générique multiplex. Hein. C'était un nombre de cartouches illimité hein, pour la Dès rouleuse qu'il y avait néerlandaise. le moindre temps mort, elle attaquait. Non, mais c'était vraiment ça. Et au final, elle avait la caisse pour attaquer, puisque au final, ça a marché, quoi. Après 15 000 attaques, il y en a une qui a passé. Elle a pu s'échapper avec Krak et revoir les quatre autres.
Non, Donc, c'est elles sont sorties, c'est les 4 autres qui sont C'est revenus les 4 derrière. qu'ils ont reprises dans le final et ouais, les c'est ça, deux c'est ce que je voulais dire. Ah oui, pardon. Je l'ai mal dit, excusez-moi. Mais c'est ce que je voulais dire. Mais ouais, et je suis d'accord qu'Amber Crack, et d'ailleurs, qui a beaucoup roulé, bon, je pense pour assurer son top 5. Impressionnante, ouais, je suis d'accord. parce qu'au sprint, après les 4 plus fortes, Marianne Vos qui fait peut-être l'erreur de lancer un peu tôt, Ah. Kopecky qui gère parfaitement son sprint. Elle reste dans les roues jusqu'au début de la dernière ligne droite. Elle fait 100 mètres dans le vent avant, elle est bien à l'abri. Son sprint est parfait. Elisa Balsamo et Pfeiffer-Jorvik qui étaient très costauds les deux. Enfin, en même temps, Balsamo elle a déjà été championne du monde. Pfeiffer-Jorvik elle a déjà gagné à Fourmi. C'est du solide. Ouais. Donc c'est des coureurs qui savent aller vite. C'est ça, qui savent gagner des courses importantes, majeures du calendrier même. Et puis allez, tant qu'à faire, on va dire que les 4 premières ont fait des résultats sur la piste aussi. Puisque ça s'unissait sur un vélodrome, donc il y avait une certaine connaissance. Tout à fait, oui. Ouais, mais Vos, elle a quand même lancé vraiment trop tôt, comme dit Geoffrey, hein. Après oui, C'est- c'est peut-être aussi le fait que c'est un vélodrome de 500 mètres et pas de 250. Peut-être pas forcément les mêmes repères. Non, pour Marianne Vos, on peut plus non plus parler de repères parce que son temps sur la piste commence à remonter un petit peu maintenant. Oui, bien sûr. Enfin, sur la piste à haut niveau. Euh, c'est peut-être la seule erreur qu'elle a faite dans la course parce qu'avant, on se faisait la remarque. Elle a géré parfaitement sa course. Elle faisait les efforts là où il fallait. Elle n'en faisait pas là où il fallait rester à l'abri. Et elle semblait très très forte sur le pavé. Mais Ah elle a bah, mal géré son sprint, malheureusement pour elle. clairement, en fait, elle a fait l'inverse de Kopecky. Kopecky qu'on a vu énormément. Enfin, on a vu en fait énormément Kopecky pendant toute la course. Enfin, elle semblait stressée, etc. Mais par contre, au moment du sprint, Ouais. elle a géré ça parfaitement. Alors que Marianne Vos, c'est l'inverse. Elle a géré toute la course voilà, discrètement, en étant parmi les meilleurs, mais en suivant les coups, etc. Mais par contre, au moment du sprint, elle s'est laissée avoir par l'euphorie ou je sais pas quoi. Et elle a lancé un peu tôt. Louis, Lozo Kopecky t'a Je, peut-être impressionné par sa gestion de la course? Pas par sa gestion de la course, parce que je l'ai trouvé aussi très, très excité à sauter sur les attaques, à attaquer, à essayer de sortir, de faire la sélection elle-même. Mais ouais, le sprint très bien géré. J'ai bien aimé encore cette édition avec une jolie course-poursuite dans le final et le retour de Georgie qui a été bien récompensé. Après, Geoffrey, tu évoquais le fait que le fait de ne pas avoir beaucoup d'écart en termes de niveau des principales coureuses qui sont au niveau assez homogène ces dernières années, comme on a pu le voir bien pour la victoire cette année. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est simplement qu'il y a le même niveau pour 4, 5, 6 coureuses ou que il manque un petit élément de parcours peut-être pour faire davantage la différence? Son petit élément de parcours, tu parles d'Arambert? Ah, mais Je pense à rien de particulier, hein. la course elle est dans les 140 km. Enfin, elle commence à se rapprocher des 150. Ils ont rajouté un tout petit peu cette année. Il y aurait moyen d'aller taper dans les 170 km sans problème hein, pour un Paris-Roubaix. Parce que c'est l'accumulation pardon, des pavés et de la journée qui vient faire l'usure et il y a moyen d'en rajouter quelques-uns. Oui, on rappelle que sur la première édition en 2021, il y avait 116 km. Au fur et à mesure, au fur et à mesure des éditions, on a rallongé un petit peu. Là, cette année, on était à 148 km. Mais en effet, le premier secteur pavé, c'est le secteur de Ornain à Wandigny, qui est le secteur numéro 17. Donc le secteur qui suit Pongibus, pour permettre de visualiser ça un petit peu. Donc quand on rajoute quelques secteurs pavés en plus, un petit peu de kilomètres, ça pourrait permettre de faire davantage de différence. La boucle qu'on se fait autour de Denain, on l'a fait une deuxième fois. Et quand on revient sur Denain, on fait Aveluy et le Pongibus, parce que à Rambert en deuxième pavé, là, c'est trop violent, hein. Ou alors, il faut bien tournicoter dans tous les sens dans la 6e linéaire d'Arambert pour être sûr que ça n'arrive Faire pas trop deux fois la violent. chicane. Ça ferait beaucoup, là. Mais enfin, ça reste une bonne chose que les courses féminines deviennent de plus en plus longues. Et en rythme où ça va, peut-être que d'ici une quinzaine d'années, les classiques côté féminin feront aussi de 160 à 270 bornes comme côté masculin. Et on n'aura plus ce problème-là.
Là, c'est sûr qu'on pourra pas dire qu'il manque du kilométrage, qu'il manque du pavé. Ça c'est certain. Même si je sais que Geoffrey t'aimerait encore en rajouter encore un peu. Ça. Ah ben, il y aurait moyen de faire un départ directement à Saint-Quentin. À 50 bornes, on est à 3 villes, voire même on en prend un ou deux avant, et de se faire 80 bornes de pavés. Ce serait entièrement faisable, même sans aller chercher des chemins qui ressemblent à rien. Mais après, la course qu'on a vue cette année montre qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'en rajouter beaucoup plus. Oui, ah oui, ça bien sûr. Sur ce Paris-Roubaix femmes aussi, pour parler des coureuses françaises, on en a deux dans le top 10. On a Victoire Berthaud 8ème et Marie Lenette en 9ème place. À cela, on n'oublie pas non plus Gladys Verholz qui était dans ce groupe et qui prend la 12ème place. Ça fait un bon résultat pour nos coureuses françaises. Beau résultat pour Victoire Berthaud, qui était peut-être un peu plus discrète que ce que j'aurais espéré, mais Kossaud quand même pour réussir à rivaliser avec Lorena Wiebes dans un sprint, c'était quand même pas mal. Et puis, enfin, pas oublier qu'elle a que 23 ans, donc elle est encore dans une phase, on va dire, d'apprentissage, même si elle commence à être habituée du haut niveau. Et on peut vraiment espérer de belles choses pour elle par la suite sur ce type de course. Encore plus quand elle sera entièrement focalisée sur la route, parce que là, le gros objectif de l'année, même si est Paris-Roubaix, montrer le maillot bleu-blanc-rouge, ce sera la piste pour elle. Et Marie Lenette qui est 9ème, c'est non seulement un excellent résultat pour elle, on sait qu'elle aime les pavés, et vu l'état de santé très compliqué qu'elle avait en début de saison, c'est extrêmement positif pour les semaines et pour les mois à venir de la revoir être aussi compétitive. Oui, forcément, c'est toujours bien positif à prendre pour l'avenir. Puis c'est des jeunes coureuses, donc ça va être important pour la suite également. Aussi, si entre guillemets, on met de côté la performance de l'année dernière, alors bon, pas non plus mettre de côté, mais la 4ème place de Ginier Boras et la 5ème place de Marion Boras, c'était qui avait été obtenue via l'échappée, qui avait quand même réussi à tenir jusqu'au bout. Faut pas dévaloriser cette performance, mais en dehors de ça, ça égale la meilleure performance qui était d'une Française, qui était signée Audrey Cordon-Rago, 8ème sur la première édition de ce Paris-Roubaix Femmes. Donc ça rejoint aussi le fait que c'est que du positif. Ouais, et puis on a aussi eu une performance d'une équipe française, la FDJ-US, qui était quand même très impressionnante. Donc par rapport à la course des hommes, il y a quand même pas mal de très belles choses niveau français féminin. Et puis ça aussi, ça aura pu mettre un peu de baume au cœur aux supporters de Cofidis aussi. Ouais. Qui vivent une saison pas forcément évidente chez les hommes. C'est sûr que c'est pas côté masculin qu'ils ont encore eu l'occasion de voir un maillot bleu-blanc-rouge briller sur la route. Bon, on souhaite quand même à l'équipe Cofidis de finir par en avoir un de titre de champion de France depuis le temps qu'il tourne autour. Chez les hommes. Chez les hommes, sur la route, dans l'épreuve en ligne. Et chez les valides. Oui. Parce qu'en paralympique, ils en ont eu plusieurs déjà. Bon, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce Paris-Roubaix femmes remporté par Lotte Kopecky avec... Et quitte à rajouter un petit point sur Paris-Roubaix femmes, on parlait des jeunes qui ont brillé. Zoe Bachstedt, elle avait plus du tout d'énergie au sprint, mais elle est dans le groupe qui se joue au sprint des places dans le top 10, elle a 19 ans. Ouais, c'est à noter. Donc en termes de gros potentiel pour la suite, notamment sur Paris-Roubaix... elle se place bien pour sa deuxième année pro. Voilà donc sur ce qu'on pouvait dire sur ce Paris-Roubaix femmes remporté par Lotte Kopecky. Première fois que la Belge remporte ce Paris-Roubaix femmes. Geoffrey a évidemment fait coup double avec les pronos des champions du monde, Mathieu Van Der Poel et Lotte Kopecky. C'est la transition vers les pronostics pour l'Amstel Gold Race. Ah ben voilà, tant qu'à faire, on y va. Quitte à rester sur les pronostics. La prochaine grande course, ce sera dimanche prochain, à savoir l'Amstel Gold Race. On va rentrer dans la période dite des Ardennaises. Je dis bien dite des Ardennaises, pour pas que Geoffrey me tape sur les doigts à dire que l'Amstel n'est pas dans les Ardennes. Je vais donc, messieurs, vous demander votre pronostic pour déjà l'Amstel Gold Race. On aura le temps d'évoquer la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège la semaine prochaine, mais donc, qui remportera pour vous l'Amstel Gold Race après la victoire de Tadej Pogačar l'année dernière? Mathieu Van Der Poel et Lotte Kopecky. Bon,
Je pense que je pourrais enregistrer ton pronostic et le ressortir à chaque fois. Genre, je mets la cassette et je fais play. Mais bon, c'est noté. Mathieu Van Der Poel chez les hommes, Lotte Kopecky chez les femmes. Théo, quel serait ton pronostic pour cet Amstel C'était Gold maintenant Race? que je voulais parler de la loto, du coup. Bah, je vais dire Maxime Van Rels, parce que c'était mon moment loto. Il était là. Voilà, bon, tu avais pu vibrer un petit peu sur Paris-Roubaix chez les hommes avec Liam Slock, qui a été le deuxième meilleur des échappés à l'arrivée, 2 places derrière Camille Maleki. Mais là, tu espères vibrer un petit peu plus haut pour l'équipe belge. Ouais, très clairement. Et Louis, pour terminer, quel serait ton pronostic pour cet Amstel? J'ai envie de croire à Cosnefroy, surtout qu'il a une belle équipe autour de lui, donc ouais, ça peut le faire cette fois. Ah bah très bien, allez, si tu ne l'avais pas cité, je l'aurais fait. Benoît Cosnefroy, Ah, bon, qui était passé à rien du tout il y a 2 ans face à Michał Kwiatkowski. Il semble en forme, il a montré qu'il avait des bonnes jambes sur le Région Pays de la Loire Tour la semaine dernière. Donc pourquoi pas, puis on verra, peut-être que ça se débloquera pour lui déjà sur mercredi sur la Flèche Brabançonne. On aura l'occasion de voir ça. Et donc, comme Geoffrey l'évoquait aussi, on aura bien évidemment aussi la course femme de l'Amstel Gold Race qui avait été remportée l'année passée par Demi Vollering, Lotte Kopecky qui avait pris pour sa part la 2e place. Et bien voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Geoffrey, Théo et Louis de m'avoir accompagné pour parler de ce Paris-Roubaix que vous avez pu voir sur place et que vous connaissez bien, Geoffrey, Louis. Louis, juste pour terminer, tant qu'à être dans la conclusion de ce podcast, un petit mot par rapport au fait que tu es allé jusqu'à faire un mémoire sur Paris-Roubaix. Si ça, c'est quand même pas formidable. Bah, ouais, j'en suis très content parce que du coup, toutes mes sessions de travail, c'était sur Paris-Roubaix. J'ai même pu faire du coup pas mal d'exercices pendant le master, des dossiers ou des choses comme ça en rapport avec le cyclisme. J'ai surtout souvenir d'un dossier sur le spectacle que j'avais fait sur Tadej Pogačar. Ah ça, il maîtrise le Slovène. C'est très prenant. Ah ouais. Si ça, c'est pas la preuve que sur le groupe Eto, on a des passionnés de cyclisme, je sais pas ce qu'il faut de plus. Est-ce que vous pouvez rajouter un petit truc pour le mot de la fin? Parce que Mathieu et Théo, vous êtes habitués à venir, mais Mathieu, là, pour partager autre, quand on a été sur le pavé de Sarré-Rosière pour la course féminine, j'avais en tête la tête de Mathieu qui hallucinait tous les 10 mètres à voir l'état du pavé. Parce qu'autant, quand on va au Carrefour de l'Arbre ou à Rambert, on sait à quel point ça va être moche et ça va être défoncé dans tous les sens. Mais on faisait 4 mètres et tu t'arrêtais, tu regardais le pavé, tu prenais des photos, tu voyais les trous qu'il y avait dans tous les sens. Est-ce que, Mathieu, tu peux nous en parler un petit peu pour partager aux auditeurs la surprise de voir à quel point le pavé était moche? Bah, la seule référence que j'avais en vrai, c'était l'entrée de la Trouée d'Arambert, mais bon, la Trouée, c'est tellement à part que forcément, c'est compliqué de faire des comparaisons. Mais oui, Sarré-Rosière, déjà, il restait un petit peu d'eau, un petit peu de boue par endroit, mais surtout les trous qu'il y avait, comment le pavé était vraiment dégueulasse. C'est limite à me dire que le carrefour de l'Arbre le dimanche était moins pire que ce secteur de Sarré-Rosière. Donc sacrée entrée en matière, ouais. Pour une découverte d'un secteur pavé carrossable et emprunté à l'année, contrairement à la Trouée d'Arambert, hein, c'était du costaud, ce secteur en tout cas. Tiens Théo, tant qu'à faire, est-ce que tu as envie d'y aller toi aussi de ta petite conclusion, ton petit mot de la fin? Non, c'est bon, on a parlé de Liam Slock. Je pense que je suis ravi, moi. Je suis ravi. Voilà. Bon, Liam Slock, quitte à vous expliquer pourquoi Théo tenait tant à Liam Slock, c'est que dimanche matin, Geoffrey a demandé à Théo quel serait le coureur loto qui va le moins se peser sur la course. Ben, Geoffrey a cité Liam Slock, prémonitoire. Bravo Geoffrey, hein. Bon dans les pronos, mais pas toujours. Bon voilà, allez, on va refermer cette conclusion qui dure un petit peu, mais parce qu'on avait beaucoup de choses à vous partager forcément avec ce week-end de Paris-Roubaix, c'est formidable, forcément, évidemment. Geoffrey, Théo et
Geoffrey, Théo et Louis, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast et merci beaucoup pour ce week-end aussi, puisqu'on a partagé ensemble et avec d'autres membres du groupe Eto évidemment. Bien évidemment qu'une hâte, c'est de remettre ça l'an prochain. Et en ce qui concerne Chasse Patate, eh bien, on se donnera rendez-vous la semaine prochaine. Après justement l'Amstel Gold Race, on évoquera les classiques ardennaises. On regardera qui a eu juste sur vos pronos sur l'Amstel Gold Race justement. Et donc, en attendant le prochain podcast, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.